Le genre du film d'espionnage est presque aussi vieux que le cinéma lui-même, et c'est tout à fait logique. L'espionnage, le renseignement, les agents doubles, les organisations secrètes, tout cela est tellement cinématographique qu'il aurait été dommage de ne pas le porter à l'écran. Mais aussi longtemps que ce genre existe, et quels que soient normalement les nouveaux personnages qui apparaissent, on devine toujours à la base une figure culte. L'agent britannique 007 est à l'origine du genre et il conserve toujours fermement sa position, sans jamais songer à céder sa place. Et cela malgré de nombreuses tentatives de le faire descendre de son piédestal cinématographique. Beaucoup ont essayé, sinon de surpasser, du moins d'égaler l'agent 007. Rappelez-vous au moins Jason Bourne interprété par Matt Damon. Ou les gentlemen charismatiques de Kingsman. Et combien de parodies il y a eu? Austin Powers. Johnny English. Chacun d'eux a essayé de déconstruire la légende et, ce faisant, n'a fait que souligner « Bond est un monument culturel absolu ». Mais c'est sans doute Ethan Hunt qui a obtenu les succès les plus remarquables dans cette rivalité. C'est Tom Cruise qui s'est révélé le prétendant le plus convaincant pour détrôner la légende britannique en offrant au public une réponse américaine spectaculaire. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre si Tom Cruise a réussi à se rapprocher du niveau de la légendaire saga de Bond. La persévérance et l'obsession de Tom Cruise suffisent-elles pour se hisser au niveau de Bond ? Peut-on vraiment les comparer ? Peut-être que j'essaye simplement de forcer l'œuvre originale de Tom Cruise à entrer dans les cadres du genre classique d'espionnage ? L'Américain Ethan Hunt est-il vraiment seulement une copie du Britannique James Bond ? Et quel est, selon moi, le principal problème de la franchise Mission ? Impossible. Voyons cela ensemble. Pour commencer, je dois avouer, lorsqu'il s'agit de comparer James Bond et Ethan Hunt, il m'est presque impossible de rester objectif. Quand j'avais environ 15 ans, je suis tombé par hasard sur le livre de Ian Fleming, Au service secret de Sa Majesté. Celle-ci. Je me souviens encore de sa couverture gaufrée, légèrement rugueuse comme avec de petites vagues et des plis, et de l'odeur particulière du papier d'imprimerie. Pour un adolescent, plongé dans le monde des agents secrets, des intrigues et des poursuites était quelque chose d'inimaginable. Et ce n'est pas un hasard, car l'image de James Bond a toujours été la quintessence de la virilité et de la galanterie, agrémentée d'une légère ironie et de sarcasme. Et je suis sûr que beaucoup d'hommes, aujourd'hui adultes, en regardant ce même Daniel Craig sur grand écran, ressentent encore cette même résonance intérieure, ce ravissement adolescent par lequel tout a commencé. L'agent 007 a toujours été une sorte de version macho de Cendrillon sous stéroïdes. Sauf qu'à la place du soulier, il y a les gadgets dernier cri, à la place du carrosse citrouille, une Aston Martin avec une catapulte, et à la place de la robe, un costume élégant. Et surtout dans Pas de fée. Il fait tout lui-même. Le genre du film d'espionnage a une histoire riche et variée, et contrairement à l'opinion répandue, elle a bien sûr commencé bien avant l'apparition de James Bond. Même si Bond est devenu une icône du genre, il n'en a pas été le fondateur. Alfred Hitchcock réalisait déjà des films d'espionnage dans les années 30. Ces films comme Les 39 marches et Sabotage ont donné le ton et le style à tout un genre. Les jeux en coulisses des services dans le secret, les intrigues et le double jeu peint. Et cela soit dit en passant,
près de 20 ans avant que le premier livre, et même pas le film, sur James Bond ne soit écrit. En 1953, l'écrivain britannique Ian Fleming a publié le premier roman sur James Bond intitulé Casino Royale, qui est immédiatement devenu une sensation littéraire. Et en 1962, le premier film de la franchise, Dr. No, est sorti avec l'inimitable Sean Connery dans le rôle principal. Depuis lors, plus de 25 films sur l'agent 007 sont sortis. James Bond n'est pas simplement devenu une franchise cinématographique. C'est toute une époque culturelle qui dure depuis plus d'un demi-siècle et qui reste encore aujourd'hui l'une des plus réussies et rentables de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que je souligne sans cesse « bon et britannique ». Mais dans quelle mesure cela reste-t-il vrai dans le monde globalisé d'aujourd'hui, où presque tout est contrôlé par les studios hollywoodiens, dont les bureaux sont principalement situés aux États-Unis ? Peut-on considérer la saga Bond comme véritablement britannique ? Malgré le globalisme hollywoodien actuel, la franchise cinématographique de James Bond est toujours restée britannique jusqu'à la moelle. Jugez-en par vous-même. Le personnage a été inventé par le Britannique Ian Fleming et l'agent 007 lui-même travaille pour le Military Intelligence, CIS, le service de renseignement britannique. Pratiquement tous les acteurs ayant incarné Bond sont originaires de Grande-Bretagne ou des pays du Commonwealth. Jugez-en par vous-même. Sean Connery est écossais. George Lazenby, bien qu'australien, parle un anglais britannique impeccable. Roger Moore est britannique. Timothy Dalton est gallois. Ce sont les habitants autochtones du pays de Galles, qui fait partie du Royaume-Uni. Pierce Brosnan est irlandais. Daniel Craig est de nouveau britannique. Tous ces acteurs, malgré leurs origines différentes, étaient rendus d'une manière ou d'une autre unis par le code culturel britannique, l'accent et le style. Mais ce n'est pas tout. La franchise de James Bond est gérée depuis plus de 60 ans par la société britannique Everything or Nothing Productions, fondée par les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman. Ce sont eux qui, dès l'année 1961, ont racheté les droits d'adaptation à Fleming et ont lancé l'histoire cinématographique de l'agent 007. Depuis lors, la franchise est toujours restée entre les mains de la famille Broccoli. Aujourd'hui, elle en est dirigée par la fille d'Albert, Barbara Broccoli, et son frère Michael Wilson. Et ces personnes ne sont pas de simples propriétaires. Leur maison de production était réputée pour son attachement presque fanatique à l'image de James Bond et pour son attention aux moindres détails. Ce n'est un secret pour personne que Everything or Nothing Productions exerce un contrôle très strict sur le processus créatif. En invitant différents réalisateurs, les producteurs ont toujours su préserver un style reconnaissable et un esprit britannique particulier, ce qui a permis à l'agent 007 de devenir un phénomène culturel. Pendant longtemps, ce sont précisément les Britanniques qui ont conservé la suprématie dans le genre du film d'espionnage, sans qu'aucun adversaire digne de ce nom ne se présente. Il semblait que cette place était désormais occupée à jamais par James Bond. Et c'est alors que Tom Cruise est entré en scène, décidant d'apporter sa réponse américaine à la légende britannique. L'histoire de la franchise Mission. Impossible a commencé dans les années 90, lorsque Tom Cruise, déjà l'une des plus grandes stars d'Hollywood à l'époque, a décidé de ne pas se limiter au métier d'acteur, mais aussi de se lancer dans la production. En 1992, il a fondé sa propre société de production avec Paula Wagner, et s'est lancé dans un projet que l'on tentait en vain d'adapter au grand écran depuis de nombreuses années.
la série américaine Mission Impossible de 1966. La série originale comportait déjà ces fameux masques reconnaissables et le célèbre thème musical qui est ensuite devenu la carte de visite de la franchise. D'ailleurs, nous en parlerons un peu plus tard. Tom Cruise s'était enthousiasmé par l'idée de porter personnellement cette histoire sur grand écran et il a réussi à convaincre le studio Paramount d'accorder 80 millions de dollars pour le tournage, une somme énorme pour l'époque. De plus, il a fait appel au réalisateur Brian De Palma, le créateur du film culte Scarface. Dès les premières prises prédant de vue, il est devenu évident que Tom Cruise n'était pas seulement un acteur, mais aussi un cascadeur dans l'âme. Dans une scène très complexe avec un aquarium, où environ 16 tonnes d'eau se déversent sur l'acteur, Tom a lui-même réalisé cette cascade dangereuse. C'est depuis ce moment-là que ses ambitions d'acteur se sont étroitement mêlées à des numéros de cascade extrêmes, qui sont devenus la marque de fabrique de la franchise. La première mission a rapporté près d'1 demi-milliard de dollars et est devenu l'un des films les plus rentables de son époque. Cependant, malgré son originalité initiale et ses particularités, le travail en équipe, les gadgets inhabituels et les rebondissements imprévisibles, avec le temps, la franchise a commencé à ressembler de plus en plus au film de James Bond. Ethan Hunt s'est progressivement transformé en héros solitaire, qui sauve des femmes, a fière allure en costume et voyage dans des lieux exotiques, reprenant presque entièrement les trouvailles stylistiques de la légende britannique. Et c'est là que la question se pose. Peut-on considérer Ethan Hunt simplement comme une copie de James Bond, ou s'agit-il tout de même d'une histoire indépendante et originale ? La franchise Mission Impossible est apparue justement au moment où James Bond commençait à montrer des signes de fatigue. En 1996, Bond venait tout juste de revenir sur les écrans sous les traits de Pierce Brosnan dans le film GoldenEye. Et pour la première fois, le public a commencé à sentir que la formule britannique traditionnelle avec le martini, les smokings et l'ironie subtile avait pris un peu la poussière. Hollywood, ayant ressenti cette lassitude, a décidé de créer son propre Bond, mais plus rapide, plus bruyant et sans la retenue britannique. C'est ainsi qu'est né Ethan Hunt, un gaz américain avec une âme de cascadeur et une obsession pour les cascades à la limite des capacités humaines. Et même si Hunt a sans aucun doute ses propres particularités, comme les cascades folles de Cruise, il est impossible de ne pas remarquer qu'à bien des égards, Mission Impossible copie James Bond jusque dans les moindres détails. Bond a le Military Intelligence, SIS le service de renseignement britannique, tandis que Hunt a l'Impossible Mission Force fictive. Bond a une formule bien établie pour recevoir sa mission, un gadget sophistiqué, un méchant haut en couleur, une belle femme et un triomphe inévitable à la fin. Ethan Hunt suit pratiquement la même formule à la lettre. La seule différence c'est qu'il y a toujours une trahison au sein de l'équipe et que Tom Cruise finit généralement avec quelques fractures et égratignures. Même la structure du scénario reprend ouvertement celle des films de James Bond. Tout commence par un briefing, puis tout part catastrophiquement de travers, et le héros doit sauver le monde pratiquement tout seul. Le montage, le langage visuel, le rythme, tout cela, c'est le vernis typique des films d'espionnage. Par exemple, la scène de combat sur le toit du train, dans Mission Impossible, à l'est de la mort, première partie. La scène est déjà tellement cliché et usée qu'il est difficile d'imaginer une situation plus stéréotypée. Oui, les créateurs eux-mêmes n'ont jamais vraiment nié s'être inspirés de James Bond. Mais la question se pose,
N'aurait-il pas pu s'inspirer de façon moins littérale, en évitant de copier aveuglément? Même le célèbre thème musical, que les spectateurs associent aux deux franchises, est en réalité la même mélodie, à peine modifiée. Vous n'y croyez pas? Voici un petit extrait pour comparer. Je l'avoue honnêtement, en comparant ces thèmes, il m'est parfois arrivé de confondre moi-même où était Bond et où était Hunt. Bien sûr, je n'affirme pas qu'il s'agit d'un quelconque plagiat, mais il y a vraiment une ressemblance. Et c'est sans doute l'exemple le plus évident de la façon dont une franchise s'est fortement inspirée de l'autre. Il s'avère donc que l'archétype n'est pas nouveau, l'histoire n'est pas nouvelle, et les ressorts scénaristiques ne sont pas nouveaux. Mais vous allez sûrement dire « Attends, et les cascades alors ?» Car c'est justement grâce à elles que Mission Impossible se distingue. Et là, je suis en partie d'accord avec vous. Pourquoi seulement en partie? Parce que dire qu'il n'y avait rien de tel dans James Bond, ce serait un peu mentir. Vous vous souvenez du saut impressionnant de Tom Cruise depuis une falaise à moto, suivi de l'ouverture du parachute? On pourrait croire que voilà quelque chose d'absolument unique. Ça, vraiment, on ne l'avait jamais vu auparavant. Mais revenons en 1977 au 10e film de James Bond, L'espion qui m'aimait. Là-bas, le cascadeur Rick Sylvestre, doublure de Roger Moore, a réalisé une cascade légendaire. Il a pris de la vitesse à ski, a sauté d'une falaise gigantesque et est tombé en chute libre pendant plusieurs secondes. Après quoi, il a ouvert un parachute avec le drapeau britannique. C'était une vraie cascade, vivante et folle, sans images générées par ordinateur ni fond vert, tellement spectaculaire que les spectateurs dans les salles de cinéma étaient donc littéralement scotchés à leur siège d'émerveillement et de choc. Et maintenant, comparé avec la cascade de Tom Cruise. Quelle est la différence fondamentale? Sauf qu'au lieu de ski, c'est une moto, et le parachute n'est pas britannique mais ordinaire. Mais l'idée même, l'essence même est pratiquement identique, rien d'original. On a l'impression que même ici, Tom Cruise imite encore un peu Bond. Bien sûr, il va un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fou, et bien sûr, il réalise lui-même toutes les cascades. Mais le principe lui-même a déjà été inventé, joué et mis en œuvre avec succès il y a littéralement un demi-siècle. Et bien que Cruise mérite sans aucun doute un respect particulier pour son courage et sa témérité, soyons honnêtes. N'est-ce pas une nouvelle preuve à quel point Mission Impossible continue de suivre les traces de l'original britannique ? Alors, finalement, Ethan Hunt a-t-il réussi à donner une réponse digne à James Bond? Essayons de les comparer, non pas selon leur charisme banal, car cela relève du goût, ni selon leurs compétences,
dans des univers fictifs. Chacun d'eux est impressionnant, mais selon les éléments qui forment réellement l'image du personnage, son poids esthétique et son héritage culturel. Commençons par le style et l'esthétique de la franchise. Bon, c'est le style, et pas n'importe lequel, c'est le style avec un grand S. Les films de Bond, c'est l'élégance froide, le glamour, un travail de caméra raffiné, une atmosphère de chic de club. Même lorsqu'il est couvert de sang et d'égratignures, il a l'air de sortir d'une séance photo. Mission. Impossible, c'est la physique, la douleur, la sueur, la tension, les muscles qui tremblent. C'est l'esthétique de l'obstination, pas de la grâce. Ici, c'est plutôt une question de goût. On continue. Les méchants. Le critique de cinéma américain Roger Ebert a un jour dit « Un film est aussi bon que son méchant ». Et c'est là que la saga Bond est tout simplement inégalée. Il suffit d'énumérer les acteurs qui ont joué les antagonistes dans la saga Bond. Christopher Walken dans le rôle de Max Zorin dans Dangerous Horizon, Issa Sopan dans Dangereusement Vôtre en 85. Sean Bean dans le rôle d'Alec Trevelyan dans GoldenEye en 95. Mads Mikkelsen dans le rôle de Le Chiffre dans Casino Royale en 2006. Javier Bardem dans le rôle de Raúl Silva dans Skyfall en 2012. Christophe Waltz dans le rôle de Blofeld dans Spectre en 2015 et Mourir peut attendre en 2021. Rami Malek dans le rôle de Lucifer Safin dans Mourir peut attendre en 2021. Ce n'est qu'une petite partie des antagonistes, ceux que tout le monde connaît. Ce sont des méchants qui ont du style, une idéologie, une logique. Ils ne veulent pas simplement détruire le monde, ils veulent le faire avec élégance. Dans Mission Impossible, les méchants sont principalement fonctionnels. Ils n'ont pas besoin d'être mémorables. L'essentiel, c'est qu'il y ait une raison pour les cascades. Salomon Lann, par exemple, est digne, froid, mais il semble quand même temporaire. Les méchants ici ne sont pas des personnalités, mais plutôt des algorithmes qui craignent de la résistance pour le héros. Passons à l'influence culturelle. Et James Bond comme Ethan Hunt sont des personnages mondialement connus, mais la nature de leur popularité et l'ampleur de leur influence culturelle sont différentes. La saga Bond est l'une des franchises cinématographiques les plus durables et les plus réussies de l'histoire. 25 films officiels ont rapporté environ 7,8 milliards de dollars au box-office mondial, sans tenir compte de l'inflation. Si l'on convertit selon les prix actuels, cela représente plus de 19 milliards, une somme presque mythique. Le film le plus rentable a été Skyfall de 2012, qui a dépassé la barre d'1,1 milliard de dollars. James Bond fait partie du club très fermé des milliardaires. Mission Impossible, de son côté, a récolté environ 4,1 milliards pour les 7 premiers films. En tête, Fallout avec 792 millions. Et le dernier opus à ce jour, Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, a rapporté 567 millions. Si l'on compare simplement les recettes brutes, James Bond est clairement en tête. Il a commencé plus tôt, a une carrière plus longue et a connu un pic plus important. Mais il faut noter que depuis 2011, chaque nouveau Mission Impossible rapporte régulièrement entre 700 et 800 millions, ce qui était comparable au dernier James Bond, à l'exception de Skyfall. Et en ce qui concerne la moyenne des recettes par film, la franchise Hunt commence même à rattraper, mais l'argent ne fait pas tout. Il y a des choses que les résultats du box-office ne mesurent pas. Et c'est là que Bond n'a pas de concurrent. 007, ce n'est pas juste une franchise, c'est un archétype culturel. Même si quelqu'un n'a jamais vu un seul film, il a bien sûr entendu la phrase culte. Cette phrase occupe la 22e place dans la liste des plus grandes répliques du cinéma de tous les temps, selon l'Institut américain du film. Les cicatrices, les chats, les smokings, les pistolets dorés. Bond ne vit pas seulement dans la mémoire,
Il s'est littéralement ancré dans la conscience collective. Il a été parodié des dizaines de fois. Bond est cité dans la publicité, dans les bandes dessinées, dans les jeux. Il a traversé la guerre froide, l'âge d'or de MTV, l'ère numérique. Les enfants le connaissent, les anciens s'en souviennent. Il est devenu un symbole non seulement de l'espionnage, mais aussi de l'influence culturelle britannique. En Grande-Bretagne même, il est un patrimoine national. Rappelez-vous la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012, lorsque Daniel Craig, dans le rôle de Bond, est apparu aux côtés de Sa Majesté. Il a même été inclus dans la liste des 200 plus grands britanniques son potage selon Time. Certes, c'était pour plaisanter, mais il y figurait tout de même. Selon les estimations, la marque James Bond valait environ 13 milliards de livres sterling en 2015. Sous cette marque, on trouve des jeux, des jouets, des montres, des costumes, des voitures, des parfums. GoldenEye 007 sur Nintendo 64 est encore considéré comme un jeu culte. Des marques comme Omega, Aston Martin, Bollinger font la queue pour être associées à ce nom. L'effet Bond influence les ventes, le style, la mode, le tourisme. Les gens vont vraiment sur les lieux de tournage. L'influence de Bond va bien au-delà de l'écran. C'est une envergure culturelle que peu atteignent. Et Hunt alors ? Dans les années 90, il était perçu comme juste un autre héros de film d'action. Son nom ne restait même pas vraiment en mémoire pendant longtemps. Les spectateurs disaient de plus souvent un film avec Tom Cruise, et ce n'est qu'en mettant l'accent sur les cascades que la franchise Mission, impossible à trouver sa propre identité. Aujourd'hui, la marque est reconnaissable, mais elle l'est en tant que franchise, pas en tant que personnage. Si tout le monde connaît le nom de James Bond, Ethan Hunt, lui, n'est pas toujours reconnu. On le reconnaît plus souvent au visage de Tom Cruise. En revanche, Mission, impossible, est désormais associé à quelque chose de bien précis. Des cascades folles, des plans impossibles, une sophistication technique, un travail d'équipe et Tom Cruise, prêt à risquer sa vie pour une bonne prise. C'est déjà une image stable, construite et efficace. Et maintenant, attention, la musique. Ce qui distingue une franchise forte d'une véritable icône culte. Les chansons de la saga Bond sont un art à part entière. Ce n'est pas simplement une piste tirée d'un film, c'est presque un commentaire musical de l'époque. Shirley Bassey, Paul McCartney. Tina Turner. Madonna. Chris Cornell. Adele. Billie Eilish. Ce ne sont pas simplement des artistes pop, mais des personnes qui ont façonné le paysage musical de leur époque. Et à chaque fois, ils enregistraient une chanson dans leur propre style, mais avec l'esprit de Bond, et presque à chaque fois, ils visaient juste. Les chansons de la saga Bond ont reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale. Skyfall, Adele, Writings on the Wall, Sam Smith, No Time to Die, Billie Eilish. En plus, Skyfall a également remporté un Grammy et un Golden Globe. Et ça, c'est du niveau. Et qu'en est-il de Mission ? Il a son propre thème. Elle est si reconnaissable, mais j'en ai déjà parlé. Et maintenant, on peut se demander, malgré tout le spectacle, la capacité de Tom Cruise à captiver l'écran,
toute sa puissance au box-office, Ethan Hunt est-il devenu plus qu'un simple héros de film d'action, ou est-il resté dans l'ombre du titan culturel qu'il voulait leur rattraper ? Je pense qu'Ethan Hunt avait une réelle chance de devenir une franchise vraiment indépendante, originale et même marquante pour son époque. Mais à mon avis, il y a une raison clé pour laquelle cette évolution s'est avérée impossible. Et bien sûr, c'est un avis subjectif, avec lequel vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord. Mais le principal problème de Mission Impossible est ce devenu Tom Cruise lui-même. C'est paradoxal, mais c'est un fait. L'homme qui a lancé la franchise à partir de zéro, qui lui a insufflé de l'énergie en travaillant jour après jour, est lui-même devenu sa propre limite. Parce que Mission Impossible ne parle plus vraiment d'Ethan Hunt depuis longtemps. Elle parle de Tom Cruise et de ses cascades folles. Et au début, ça fonctionnait. Mais à partir d'un certain moment, on a commencé à sentir que tout le film était construit non pas autour de l'histoire, mais autour d'une nouvelle cascade du siècle. Et l'intrigue, la dramaturgie, même les personnages, tout cela devient simplement de la logistique pour amener Cruise à sa prochaine cascade. Prenons par exemple ce fameux saut à moto dans Mission Impossible, Dead Reckoning. Pour cette seule prise, l'équipe a passé plusieurs années à se préparer. Un espace d'entraînement séparé a été construit. Tom Cruise s'est personnellement entraîné à sauter des rampes pendant des mois, sans parler des dizaines de sauts en parachute. Et tout ça pour une scène qui a duré combien de temps déjà ? 3 secondes ? 4 ? Oui, techniquement c'est incroyable, en termes de risque c'est phénoménal, mais du point de vue du spectateur, disons que la cascade ne m'a pas impressionné. Cruise a déjà plus de 60 ans, et à chaque nouvel opus, il faut toujours repousser les limites, mais il ne pourra pas sauter d'immeuble en immeuble éternellement. Mais le problème n'est pas seulement l'âge. Le problème c'est que tout le reste, le scénario, les dialogues, les personnages secondaires, est depuis longtemps devenu l'otage du spectacle d'un seul homme. Là où il faudrait construire une histoire, Mission construit une rampe. Là où il faudrait un conflit, ils construisent un plateau pour s'entraîner à la prochaine cascade. Et le plus rageant, c'est que Tom Cruise est un bon acteur. Je vais faire pleuvoir sur vos têtes une pluie de feu impie. Je vais tous vous massacrer. Je vais vous enfoncer ça jusqu'au fond. Ce n'est pas seulement une star charismatique, c'est vraiment un acteur capable de jouer des rôles dramatiques. Il l'a prouvé plus d'une fois. Il sait jouer. Mais au lieu de ça, il s'enfuit. La saga Bond évolue. Bond change, il grandit, vieillit, redémarre. Chaque génération a eu son propre Bond. Pour les baby-boomers, c'était Sean Connery. Pour la génération X, Pierce Brosnan. Pour les milléniaux, Daniel Craig. Le personnage n'a pas peur du redémarrage, il s'adapte aux réalités existantes. C'est précisément cela qui a permis à Bond non seulement de survivre, mais aussi de rester dans le contexte culturel depuis déjà 6 décennies. Et qu'en est-il de Mission ? Dès que Tom Cruise a commencé à se fatiguer, et il a commencé, la franchise a nettement perdu de sa vigueur. Dead Reckoning n'a pas atteint les attentes, l'énergie s'est dissipée, le public l'a ressenti. Cruise essaie toujours, mais on dirait qu'il ne croit plus vraiment en lui-même, et il n'y a personne pour le remplacer. Aucun successeur n'a été trouvé. Aucun personnage de la franchise n'a eu assez de temps à l'écran ni de profondeur pour reprendre le flambeau. Et maintenant, ils sont confrontés à un dilemme simple mais douloureux. Qu'adviendra-t-il de Mission Impossible lorsque Tom Cruise décidera de mettre fin à son odyssée de cascadeur ? Y aura-t-il quelqu'un pour le remplacer ou Ethan Hunt disparaîtra-t-il avec lui ? L'essence héroïque s'est tellement confondue avec l'acteur qu'il est désormais impossible de les imaginer séparément.